Gilles Casanova, qu'avez-vous à apporter à cette discussion? La liberté d'expression, c'est une résultante. Elle nous dit l'état de la société. Ça n'est pas un point de départ, c'est en fait un point d'arrivée. Une société qui avance, une société qui a confiance en elle-même, c'est une société qui pense que la liberté d'expression permettra l'accès du plus grand nombre au débat et à la discussion. Et exactement comme si vous avez 3 millions de licenciés en football ou bien 50 000, vous n'allez pas jouer le même rôle à la Coupe du Monde. Et une société qui croit en elle-même, une société qui a sa dynamique, c'est une société qui va favoriser la liberté d'expression parce qu'elle pense qu'on peut avoir plus facilement raison à quelques millions qu'en discutant à 3 ou 4. Mais quand les sociétés ont des problèmes qui deviennent insolubles, quand elles n'arrivent plus à maîtriser ce qu'elles produisent comme réalité, alors elles se tournent vers la limitation de cette liberté d'expression. Vous avez des organismes qui pensent et qui réfléchissent. À Davos, à Bilderberg, la Trilatérale, ce sont des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui ont beaucoup d'argent pour payer des spécialistes en sciences humaines qui sont parmi les plus brillants, pas forcément les plus moraux, mais les plus brillants. Et ils ont posé cette question. Il y a un rapport de la Trilatérale à l'orée de la fin du XXe siècle et qui pose la question suivante. Comment peut-on encore diriger des sociétés dans lesquelles les citoyens disposent de tant d'informations et si vite ? Et là, c'est un problème majeur. Si vous avez trop d'informations, trop vite, si vous savez de quoi il retourne, vous n'allez pas forcément dire spontanément oui quand le chef, quel qu'il soit, va dire on fait ceci ou on fait cela. Et donc, il faut trouver le moyen de diriger quand même ces sociétés, bien que les gens sachent de quoi ils retournent. Alors, on revient à cette question. Une société qui progresse et qui avance, elle a une classe dirigeante qui dirige toute la société, au compte de la société, qui bien sûr se favorise. C'est la classe dirigeante, c'est la classe dominante. En général, ils ont de plus belles maisons que les travailleurs. Mais elle dirige la société au compte de toute la société. Et quand une société n'y arrive plus, quand la classe dominante a renoncé et qu'elle se met en retrait, qu'elle est dans le séparatisme comme nous le voyons aujourd'hui, alors il faut dompter la société ou dompter le reste de la société. Et donc on est obligé de revenir aux méthodes anciennes. Les méthodes anciennes, regardons le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on est très ancré ici dans le catholicisme romain strict. Mais si vous avez une Bible chez vous, vous risquez d'être brûlé, car il s'agit de respecter l'enseignement de la Bible tel qu'il vous est expliqué par le représentant local de celui qui a le pouvoir politique. Et il ne s'agit pas que vous-même, vous alliez chercher dans la Bible quelque chose qui vous intéresse. Donc, on est revenu à cette idée. Vous avez un dispositif qui organise deux aspects. D'abord, on vous dit que c'est bien, vous avez le droit de penser et de réfléchir, vous avez même le droit de voter, mais ce ne sont plus les votes et les élections qui font la politique d'un pays, vous disent régulièrement les commissaires européens, Moscovici, le français, est allé dire ça aux Grecs, ce sont les traités qui ont été signés par les gouvernements et qui sont maintenant inamovibles et indépassables. Et donc vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez voter pour Tsipras ou pour Mélanie, ça n'a aucune importance, cela indique le sentiment des peuples et la Commission européenne est ravie de connaître le sentiment des peuples, mais cela n'influe pas la politique des pays. Vous comprenez que quand on a ce mode de direction de la société, on est obligé d'avoir ensuite une société dans laquelle on peut de moins en moins
exprimer des avis différents, des avis opposés. Et donc on organise, comme ça a été évoqué, par le haut et par le bas, l'interdiction. Comme au Moyen-Âge, on n'a pas le droit de dire un certain nombre de choses qui sont censées heurter notre Seigneur, qui heurtent simplement le Seigneur local. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société dans laquelle les choses ont changé avec beaucoup d'intelligence, parce que ça a été organisé par des sociologues, des anthropologues, qui sont des gens qui ont développé une ingénierie sociale de très haut niveau. Nous avons une société qui a changé, qui a évolué. Prenons la presse. Moi, il m'est arrivé d'être responsable de médias nationaux. Avant la chute du mur de Berlin, les journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de connaître l'information et de diffuser l'information en essayant d'utiliser cette diffusion pour en faire un outil financier via la publicité, pour en faire un outil personnel. J'ai le scoop, donc je suis une star, une starlette, un journaliste éminent, comme vous voulez. Mais le dispositif consiste à utiliser l'information qu'on va aller chercher pour la diffuser avec l'idée, en deuxième temps, de l'utiliser soit financièrement, soit personnellement. Mais c'est la vraie information. À partir de la chute du mur de Berlin, on a un renversement complet du rôle du journaliste. On explique au journaliste que son rôle est d'édifier la population, pas de dire des vérités, de dire des choses édifiantes, parce que le monde est menacé de toutes parts. Nous sommes en butte à des choses terribles et affreuses. Il faut donc édifier la population et lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre. Alors, ce qu'elle a besoin d'entendre, c'est défini par exemple dans les dîners du siècle, où on trouve les responsables des rédactions, les responsables des grands groupes économiques et les responsables gouvernementaux. Et là, on voit ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit. Et là, on définit ce qui sera le flux dominant. Et si vous voulez dire autre chose, libre à vous, mais vous le dites à vos amis. Le flux médiatique dominant vous est interdit. Et si d'aventure vous aviez avant une place parce que vous avez fait des choses, vous avez eu la confiance de quiconque, on trouvera des dames ou des messieurs pour dire que vous avez essayé il y a 29 ans de les violer ou de les harceler sexuellement, ce qui fait qu'on ne peut plus vous inviter nulle part. Non pas parce que vous avez à dire, mais parce que votre inconduite avec mademoiselle machin il y a 29 ans et ses 3 copines qui se sont souvenues soudainement 29 ans plus tard que vous aviez été un affreux mâle blanc, ça rend impossible de vous inviter. Vous devenez un pestiféré. Et donc le système est simple. La liberté d'expression théorique, elle est presque partout. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, par exemple sur Facebook. Vous pouvez par exemple écrire que la religion réchauffiste est une religion comme une autre, c'est-à-dire indémontrable. Vous pouvez simplement, en dessous de votre texte, on écrira que ce propos est toxique et dangereux et qu'il faut aller lire le rapport du GIEC et on vous fera la morale. Si vous le dites trop souvent, on fermera votre compte. Et vous avez une apparence de liberté d'expression, mais plus une possibilité d'accéder aux autres. Et c'est cela qui fait progressivement se fermer un régime totalitaire. Vous avez un système d'information massif qui dit massivement que la guerre c'est la paix, le blanc c'est le noir, et vous avez ensuite des gens qui finissent par penser qu'ils sont seuls à penser ce qu'ils pensent. Et en conclusion, je vous parlerai de la machine à café. À la machine à café, comme on ne veut pas se fâcher avec tous ses collègues de travail,
on se sent obligé de dire la même chose qu'à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans le mainstream. Donc, on dit un peu la même chose, et tous vos collègues de travail disent un peu la même chose, et on rentre chez soi en disant « je suis bien isolé à penser différemment des médias ». Mais tous les gens qui étaient autour de la machine à café ont cette même impression. Parce que chacun autour de la machine à café a cru que pour ne pas être définitivement isolé, il fallait qu'ils disent comme les autres que les habits du roi étaient merveilleux, que jamais on n'avait vu un roi aussi bien habillé. Mais un jour surgira un enfant qui dira « le roi est nu ».